Mon père était tellement sûr que je paniquerais qu'il a ri et a dit que je les supplierais de revenir dans l'heure. C'est là qu'ils se sont trompés. Nous avions fait la route de Cédar Rapide à Saint-Louis pour le mariage d'un parent, et lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel en ville, j'ai cru sincèrement que la tension dans la voiture s'était enfin apaisée. J'aurais dû m'en douter. Mes parents avaient l'habitude d'agir normalement juste avant de faire quelque chose qui vous faisait douter de votre place dans la famille. Mon frère aîné avait la même habitude, le genre de sourire qui signifiait qu'il connaissait déjà la chute, et j'en étais point. Quelques minutes après notre arrivée dans la chambre, on m'a dit de redescendre et de prendre un dernier sac de vêtements qu'on m'avait dit avoir été laissé près de la réception. J'y suis descendu sans rien d'autre sur moi que la clé de la chambre, car pourquoi aurais-je pensé avoir besoin d'autre chose? Lorsque je suis remonté, la chambre était vide, pas en désordre, pas à moitié remplie, vide. Leur valise avait disparu. Ma valise n'était plus là. Mon chargeur de téléphone, mon portefeuille, les vêtements supplémentaires que j'avais emportés pour le mariage, tout avait disparu. À eu début, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être changé de chambre pour faire les difficiles. Mais l'employé de la réception m'a regardé avec cette expression prudente que les gens utilisent lorsqu'ils savent que quelque chose de grave s'est produit. Ma famille avait quitté l'hôtel. Ils avaient déjà quitté l'hôtel. Une minute plus tard, un message est arrivé d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Et elle disait, « C'est ton test d'adulte, Sienna. Trouve comment rentrer chez toi. » Je suis restée là à fixer l'écran, sentant le sol se dérober sous mes pieds d'une manière dont je me souviens encore 15 ans plus tard. Ils pensaient que je craquerais. Ils pensaient que j'appellerais. Que je pleurerais et que je promettrais d'être plus reconnaissante, plus obéissante, plus conforme à la version de moi qu'ils avaient toujours exigée. Mais je n'ai pas appelé. Je n'ai pas supplié. Avant de vous raconter comment les mêmes personnes qui riaient en me laissant derrière elles se sont retrouvées des années plus tard devant ma porte à me demander grâce, laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé la nuit où j'ai réalisé que personne ne reviendrait me chercher. J'y suis retournée à la réception en espérant qu'il y avait une erreur, mais ce n'était pas le cas. L'employé a vérifié une nouvelle fois la réservation et m'a dit que ma famille avait déjà quitté l'hôtel. La carte de mon père avait fermé la chambre et ils étaient partis depuis longtemps. J'ai quand même utilisé le téléphone du bureau. J'ai appelé chez moi, dans l'Iowa, puis ma mère, puis mon père, puis mon frère. Personne ne répondait. C'est à ce moment-là que la vérité s'est imposée. Ils ne m'avaient pas quitté par hasard. Ils attendaient que je panique et que je revienne en rampant, exactement comme ils avaient toujours pensé que je le ferais. L'employé m'a demandé si j'avais un endroit sur où aller. Comme je répondais par la négative, elle m'a donné l'adresse d'un centre de ressources pour les femmes et suffisamment d'argent pour prendre le bus. Je me souviens encore de la sensation étrange que cela m'a procuré. C'est une inconnue qui a été la première personne à m'aider, et non les personnes qui étaient censées m'aimer. Lorsque j'ai atteint le refuge, j'avais cessé d'attendre le retour de mes parents. Les femmes qui s'y trouvaient m'ont donné un lit, un repas et quelque chose que je n'avais pas ressenti de toute la nuit, à savoir du calme. Le lendemain matin, une assistante sociale m'a aidé à faire les premières démarches. Nous avons contacté les services de l'état civil de l'Iowa pour que je puisse commencer à remplacer mes documents, et elle m'a aidé à créer une nouvelle adresse électronique sur un ordinateur du centre d'hébergement. Ensuite, j'ai commencé à chercher du travail. Même si j'étais épuisée et que je portais toujours les mêmes vêtements, la plupart des endroits m'ont refusé. C'est alors que je suis entrée dans un petit magasin de fleurs et d'événements appelé Ellis Stem and Social. Et la propriétaire, Marjorie Ellis, m'a regardée et m'a dit, on dirait que la vie m'a frappé durement. Elle m'a ensuite demandé si je pouvais me présenter à 7 heures le lendemain matin et travailler sans me plaindre. J'ai accepté avant qu'elle ne change d'avis. Mon premier jour n'avait rien de prestigieux. J'ai balayé le sol, lavé des vases, transporté des cartons et aidé à décharger des livraisons. À la fin de la journée, j'avais les mains écorchées, mal au dos et je sentais l'eucalyptus et les roses. Mais pour la première fois depuis le départ de ma famille, je me sentais utile. Cette nuit-là, allongée dans le lit de mon refuge, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Ils avaient voulu que je sois bloquée, sans défense et désespérée au point de mendier. Au lieu de cela, en moins d'une journée, j'avais trouvé un toit, un projet et un travail. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour me dire que je n'étais pas au bout de mes peines. Une semaine après avoir commencé à Ellis Stem and Social, ma mère a finalement appelé. À ce moment-là, je m'étais déjà installée dans une routine qui me paraissait à la fois étrange et fragile. Je dormais toujours au refuge, je remplissais toujours des formulaires pour remplacer mes documents, je portais toujours les mêmes vêtements à tour de rôle.
Mais je n'étais plus immobile. J'avais un endroit où aller tous les matins. J'avais un travail qui m'attendait. J'avais des gens qui attendaient de moi que je me montre, et d'une certaine manière, cela comptait plus que je ne pourrais l'expliquer. L'appel est venu d'un numéro que je n'ai pas reconnu alors que j'étais en pause derrière l'atelier, assise sur une caisse renversée, une bouteille d'eau dans une main et de la terre sous les ongles. J'ai répondu parce qu'une partie de moi pensait qu'il s'agissait de ma paperasse. Au lieu de cela, j'ai entendu la voix de ma mère, à la fois tremblante et offensée, qui prononçait mon nom comme si c'était moi qui avais disparu. Elle m'a demandé où j'étais et pourquoi je n'avais pas appelé. Cette question m'a presque fait rire, non pas parce qu'elle était drôle, mais parce qu'elle était parfaitement malhonnête. Elle savait exactement pourquoi je n'avais pas appelé. Ils avaient pris le chargeur de téléphone avec mon sac. Ils avaient pris mon portefeuille. Ils m'avaient laissé dans une ville où je ne connaissais personne, puis s'étaient assis et avaient attendu de voir combien de temps cela prendrait avant que je ne craque. Je lui ai demandé une chose. Je lui ai demandé si elle savait que je n'avais rien sur moi lorsqu'ils sont partis. Il y a eu une pause, juste assez longue pour qu'elle me dise tout. Puis elle m'a dit qu'ils avaient simplement essayé de m'apprendre à être responsable. Elle a dit que mon père pensait que j'avais besoin de grandir. Elle a dit qu'il pensait que je me débrouillerais et qu'il m'appellerait dans leur. Une seconde plus tard, je l'ai entendu à l'arrière-plan, sans même prendre la peine de cacher qu'il écoutait. Puis sa voix a pris la ligne. Comme si tout cela lui appartenait encore. Et elle a dit que parfois les gens n'apprennent que lorsqu'ils y sont forcés. Il m'a dit que je devais cesser de dramatiser et rentrer à la maison maintenant que j'avais fait valoir mon point de vue. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est complètement arrêté. Pour la première fois de ma vie, je les ai entendus clairement. Pas à haute voix. Clairement. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient irrités que leur petite leçon ait duré trop longtemps. Ils n'avaient pas appelé parce qu'ils étaient terrifiés pour moi. Ils avaient appelé parce que j'avais gâché la fin qu'ils attendaient. Je leur ai dit que s'ils voulaient savoir si je pouvais m'en sortir seule, ils pouvaient continuer à regarder. Puis j'ai raccroché. Je suis restée debout derrière le magasin pendant une bonne minute, fixant mon reflet dans l'écran sombre du téléphone, attendant de me sentir coupable. Mais ce que j'ai ressenti à la place, c'est du soulagement. Un pur soulagement. Cette nuit-là, j'ai changé tout ce que je pouvais. J'ai obtenu un nouveau numéro dès que j'ai eu assez d'argent pour le faire. J'ai créé une nouvelle adresse électronique réservée au travail et à la paperasserie. J'ai cessé de consulter mon ancienne boîte de réception, sauf en cas d'absolue nécessité, et tous les messages de la maison se ressemblaient. Revenez. Arrête de nous punir. Vous avez fait valoir votre point de vue. Même leurs excuses cachaient un certain contrôle. Aucune ne disait ce qu'elle avait réellement fait. Aucun d'entre eux n'a dit que nous t'avions abandonné. Ils ont seulement parlé de la façon dont j'avais réagi. Quelques semaines plus tard, avec l'aide du refuge et mon premier vrai salaire de Marjorie, j'ai emménagé dans une minuscule chambre d'hébergement transitoire. Puis, peu de temps après, j'ai emménagé dans un studio si petit que je pouvais étendre un bras depuis mon lit et toucher le comptoir de la kitchenette. Et elle se trouvait au-dessus d'une vieille vitrine, dans une rue qui sentait toujours le café le matin et le pavé chaud l'après-midi. Les tuyaux frappaient la nuit. La fenêtre cliquetait au passage des bus et la porte du placard ne se fermait jamais correctement. Mais c'était le mien. Personne ne pouvait m'envoyer en bas et disparaître pendant mon absence. À Ellis Stemmen Social, Marjorie a continué à m'enseigner sans jamais faire de discours à ce sujet. Elle m'a montré comment préparer les centres de table, comment organiser un planning de livraison, comment calmer une mariée sans paraître fausse, comment aller vite sans créer le chaos. Elle m'a fait confiance pour les petites choses d'abord, puis pour les plus grandes. J'ai appris à ouvrir la boutique, à vérifier les factures, à suivre les pièces louées et à résoudre les problèmes avant qu'ils n'arrivent sur son bureau. Chaque compétence était comme une brique de plus dans une vie que ma famille ne s'attendait pas à ce que je construise. Le plus étrange, c'est que ma nouvelle vie était très calme. Personne ne criait. Personne ne se moquait de moi pour rire. Personne ne me tendait de petits pièges pour voir comment je réagirais. Je rentrais à la maison fatiguée, je préparais des pâtes ou une soupe bon marché, je m'asseyais sur le bord de mon lit et je me rendais compte que la paix ne m'était pas familière uniquement parce que j'avais été élevée sans elle. À la fin de ce premier séjour à Saint-Louis, j'ai cessé de me demander si mes parents essaieraient de me joindre à nouveau. Je savais qu'ils le feraient. Les gens comme eux le font toujours lorsqu'ils pensent que l'histoire leur appartient encore. Ce qui comptait, c'était que je ne les laissais plus raconter la mienne. J'avais mon propre numéro.
Ma propre clé, mon propre salaire et le début d'une vie qui ne nécessitait pas leur permission. Pour la première fois, je ne survivais pas dans le cadre de la famille qui m'avait élevé. Je construisais quelque chose en dehors d'elle, et cela a fait toute la différence. 5 ans plus tard, la ville qui m'avait semblé immense et hostile était devenue l'endroit où ma vie avait enfin un sens. Louis ne ressemblait plus à l'endroit où j'avais été abandonnée. Elle ressemblait à un foyer. À ce moment-là, je n'étais plus la fille qui balayait les planchers dans l'arrière-boutique d'Ellis STEM & Social. Marjorie m'avait tout appris, de la préparation florale à la coordination des fournisseurs, en passant par la manière de garder le sourire lors d'une crise de clientèle sans promettre l'impossible. J'ai pris des cours de commerce le soir à l'université locale, j'ai appris à gérer les plannings, les factures, les coûts de main-d'œuvre et la logistique des événements, petit à petit. Je suis devenue la personne à qui Marjorie faisait confiance pour gérer le magasin lorsqu'elle n'était pas sur place. Ce qui avait commencé comme une petite entreprise florale et événementielle était devenu quelque chose de plus important, le genre de studio que les gens recommandaient à leurs amis après les mariages, les baby showers et les dîners d'entreprise. Je m'occupais des consultations, de l'aménagement des espaces événementiels, de la résolution des désastres de dernière minute et de la gestion du personnel au cours de week-ends si chargés que j'avais du mal à m'asseoir. C'était épuisant, mais c'était le premier type d'épuisement que je ressentais qui s'accompagnait de fierté plutôt que d'humiliation. Il y avait quelque chose de presque poétique là-dedans. Même si je ne me permettais pas de le penser trop souvent. Le même genre de voyage en famille qui s'était terminé par un séjour à l'hôtel m'avait poussé à vivre une vie où je contribuais à créer de belles journées pour d'autres personnes. Je pouvais entrer dans un lieu vide et imaginer exactement à quoi il ressemblerait au coucher du soleil. Je savais comment transformer des tables nues en quelque chose d'élégant, comment faire respirer une mariée nerveuse, comment réparer un linge déchiré, un gâteau livré en retard, une boutonnière manquante ou un orage qui s'abat sur une cérémonie en plein air. J'étais devenue douée pour les situations de crise parce que j'en avais vécu une qui ne s'était jamais vraiment terminée, mais qui avait plutôt changé de forme. C'est à cette époque que j'ai rencontré Evan Parker. La première fois que je l'ai vu, il était en uniforme, agenouillé à côté d'un invité plus âgé qui avait failli s'évanouir lors d'une fête de fiançailles en plein air que nous étions en train d'organiser à Forest Park. Elle s'est déplacée rapidement, a parlé calmement, d'une certaine manière, a rendu la scène moins effrayante par sa seule présence. Plus tard dans l'après-midi, après le départ de l'ambulance et la poursuite de l'événement, il est revenu sur les lieux parce que l'une des invitées s'était aperçue qu'il lui manquait un bracelet. Il a d'abord trouvé Marjorie, puis il a fini par me parler alors que j'étais en train de refaire un arrangement de table que l'urgence avait fait tomber de travers. Elle s'est excusée pour le désordre, même si rien n'était de sa faute, puis a fait un commentaire sec sur le fait que les gens s'effondrent toujours juste à côté des centres de table les plus chers. J'ai ri avant de pouvoir m'arrêter. C'était un si petit moment. Mais il m'est resté en mémoire parce qu'il était facile à fréquenter d'une manière dont je n'avais pas confiance au début. Elle a commencé à passer à la boutique de temps en temps, généralement pour prendre un café dans la boutique voisine et pour trouver n'importe quelle excuse. Parfois, il s'agissait de commander des fleurs pour la fête de départ à la retraite d'une station, parfois de demander si nous connaissions un bon traiteur, et parfois, il était évident qu'il était à court de raisons crédibles et qu'il voulait simplement parler. Ce qui distinguait Evan, ce n'était pas sa gentillesse. Beaucoup de gens peuvent être gentils à petite dose. Ce qui le rendait différent, c'était qu'il n'insistait jamais. Il n'a jamais demandé pourquoi je sursautais à certaines questions ou pourquoi je restais silencieuse lorsque les gens parlaient des vacances en famille. Il n'a jamais essayé d'ouvrir des parties de moi que j'avais verrouillées. Simplement parce qu'il pensait que le fait d'être attentionné lui en donnait le droit. Il a attendu. Il m'a laissé avoir des limites. Il m'a fait de la place sans me donner l'impression que je lui devais des aveux en retour. Rien que pour cela, il ne ressemblait à aucune des personnes que j'avais connues dans mon enfance. À peu près à la même époque, j'ai commencé à entendre parler de ma famille dans l'Iowa, principalement par le biais de messages publics et de vieilles connaissances que je n'avais pas complètement bloquées parce qu'elles n'avaient plus assez d'importance pour que je m'en préoccupe. Mon frère Dylan passait d'un emploi à l'autre, avec toujours une excuse qui rendait les autres responsables de ses échecs. Mon père, Gregory Brox, se plaignait en ligne des chaînes de magasins de réparation qui prenaient les affaires des garages indépendants comme le sien. Ma mère, Linda Brox, remplissait sa page de messages vagues sur la loyauté, la gratitude et la façon dont les familles modernes avaient oublié ce qui comptait vraiment. Chaque fois que j'en voyais un, je sentais cette vieille pression qui essayait de s'insinuer, le mensonge familier selon lequel le sang l'emportait automatiquement sur la paix. Mais à ce moment-là, ma vie avait du poids.
J'avais un bail à mon nom, de l'argent à la banque, une réputation au travail et des gens qui m'appréciaient sans me demander d'abord de faire preuve de décence. Marjorie m'a finalement fait asseoir dans son bureau un soir, après un mariage de 12 heures le samedi, et m'a dit qu'elle voulait commencer à me donner une part des bénéfices sur les événements que je gérais. Elle m'a dit que j'avais cessé d'être une aide depuis longtemps et que j'étais devenue l'une des raisons de la prospérité de l'entreprise. Je me souviens l'avoir regardée fixement, car je ne savais pas du tout comment réagir à une reconnaissance aussi directe. Dans ma famille, les éloges étaient soit un appât, soit un piège. Avec Marjorie, c'était tout simplement la vérité. Elle a vu ce que je pouvais faire et l'a dit. Pas de piège. Aucune leçon ne se cachait derrière. Peu de temps après, Evan m'a invité à dîner et j'ai failli refuser par habitude. Non pas parce que je ne voulais pas y aller, mais parce qu'une partie de moi croyait encore que les bonnes choses pouvaient disparaître au moment où je me détendais autour d'elle. Elle a dû le voir sur mon visage, car elle s'est adossée à sa chaise et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Tous ceux qui entrent dans ta vie n'essaient pas de voir à quel point tu peux survivre à la douleur. Le lendemain soir, je suis allée dîner avec Evan. C'était simple, calme et tellement normal que j'en étais presque nerveuse. Était quelque part entre les amuse-gueules et le retour à ma voiture. J'ai réalisé que ma vie était devenue quelque chose que mes parents n'avaient jamais imaginé lorsqu'ils m'ont laissé à Saint. Ils s'attendaient à ce que j'échoue bruyamment et rapidement. A eu lieu de cela, j'étais devenue quelqu'un de stable, quelqu'un de compétent, quelqu'un en qui les autres avaient confiance. Et qu'ils le sachent ou non, c'était le début de la partie qu'ils allaient vraiment regretter. Louis depuis plusieurs années, Ellis Stem Social n'était plus une petite boutique qui essayait de rester à l'affût des événements du week-end. Sous l'œil de Marjorie et avec plus d'heures de travail de ma part que je n'aurais probablement dû, il s'était transformé en quelque chose que les gens recherchaient vraiment. Nous réservions des mariages longtemps à l'avance. Nous acceptions des événements d'entreprise plus importants et nous nous occupions de fêtes privées dans des quartiers que je traversais en voiture juste pour imaginer à quoi ressemblait ce genre de vie de l'intérieur. Marjorie avait toujours l'instinct, le goût et le dernier mot. Mais j'étais devenue la personne qui faisait avancer les choses. Je m'occupais des horaires des fournisseurs, du personnel, des délais, des livraisons tardives, des problèmes de budget et des 1000 détails invisibles qui font croire aux gens qu'un événement s'est déroulé sans effort. J'en retirais une étrange satisfaction. J'avais passé la majeure partie de ma vie auprès de personnes qui créaient le chaos et en rejetaient la responsabilité sur les autres. Aujourd'hui, je me construisais une carrière en empêchant le chaos de s'installer dans une pièce. À peu près à la même époque, Evan et moi avons cessé de nous tourner autour et sommes devenus quelque chose de réel. Il n'a jamais essayé de me sauver de mon passé, et c'est peut-être en partie pour cela que je lui ai fait confiance. Et elle ne m'a pas regardé comme si j'étais brisée, et il n'a pas romancé ce à quoi j'avais survécu. Il s'est simplement présenté. Il a appelé quand il l'a dit. Il m'a écouté. Et elle a fait de la place à mon silence sans le traiter comme une énigme qu'il avait le droit de résoudre. Être aimé par quelqu'un de stable m'a semblé si peu familier au début que j'ai continué à attendre le coup caché. Mais il n'y en avait pas. Il n'y avait que la paix. Et plus longtemps je l'ai eu, moins j'ai voulu laisser quiconque la troubler. Financièrement, ma vie changeait aussi. Je remboursais petit à petit mes dettes d'études, j'achetais ma première voiture d'occasion décente sans demander l'aide de personne et j'emménageais dans un meilleur logement. Avec des fenêtres qui empêchaient réellement le froid de pénétrer en hiver. Chacune de ces étapes me paraissait petite de l'extérieur et énorme à mes yeux. Il y a quelque chose de profondément apaisant à payer ses propres factures après avoir été traité comme si l'on ne pouvait jamais survivre seul. C'est alors qu'est arrivée la première tentative sérieuse de ma famille de revenir sur le devant de la scène. Un parent de l'Iowa m'a envoyé un court message pour me dire que ma grand-mère était décédée. Elle était la seule personne de la famille à m'avoir témoigné de petites gentillesses privées sans les transformer en discours par la suite. Elle m'avait donné de l'argent pour mon anniversaire lorsque j'étais plus jeune et m'avait dit, une fois dans la cuisine, à voix basse, que certaines personnes confondaient le contrôle et l'amour. La perdre m'a fait plus de mal que je ne le pensais. Pendant près d'une heure, je suis restée assise dans ma voiture devant le magasin, mon téléphone à la main, essayant de décider si le chagrin était une raison suffisante pour laisser le reste d'entre eux m'approcher à nouveau. Puis les autres messages ont commencé. Ma mère a écrit que les familles devraient se réunir dans des moments comme celui-ci. Mon père a écrit que, quoi qu'il se soit passé entre nous, il était temps de tourner la page et de faire ce qu'il fallait. Mon frère ne s'est pas excusé et n'a pas demandé comment j'allais. Nous avons simplement envoyé un message disant « Maman traverse une période difficile. Tu devrais l'appeler. » En lisant ces mots,
j'ai senti quelque chose en moi s'aiguiser au lieu de s'adoucir. Aucun d'entre eux n'a mentionné l'hôtel. Aucun d'entre eux n'a mentionné ce qu'ils avaient fait. Même avec la mort au milieu de la conversation, ils voulaient toujours une réconciliation sans responsabilité. Ils voulaient un accès sans vérité. Je n'ai pas répondu. Je suis allé sur le site web du service, j'ai lu la nécrologie seule. J'ai pleuré dans mon appartement cette nuit-là, et j'ai laissé cela être mon adieu. Après cela, je suis devenu plus prudent. Marjorie l'a remarqué avant que je ne dise quoi que ce soit. Elle avait le don de déceler le stress dans ma façon de ranger la glacière ou de consulter mon téléphone trop souvent. Lorsque j'ai fini par lui dire que ma famille avait recommencé à essayer de me contacter, elle n'a pas réagi avec sympathie. Elle a réagi comme une chef d'entreprise et une femme qui avait vécu assez longtemps pour comprendre les limites. Elle m'a dit de ne pas divulguer mon adresse personnelle, de séparer autant que possible mes informations personnelles de celles de l'entreprise et de veiller à ce que personne au magasin ne communique mon emploi du temps aux personnes qui posent des questions. Elle m'a même suggéré d'équiper la porte de mon appartement d'une caméra, non pas parce qu'elle pensait qu'il se présenterait le lendemain, mais parce que les personnes qui croient avoir encore un droit sur vous arrivent souvent avant d'avoir compris qu'elles l'ont perdu. Elle avait raison. Peu de temps après, j'ai commencé à remarquer de petits signes indiquant que ma famille ne se contentait plus de me tendre la main sur le plan émotionnel. Ils faisaient des recherches. Mon profil LinkedIn a été consulté dans l'Iowa. Un ancien camarade de classe à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a envoyé un message étrangement décontracté pour me demander depuis combien de temps je travaillais dans l'événementiel et si les affaires allaient bien. Un ancien voisin a aimé l'un des messages publics du studio, puis l'a retiré quelques minutes plus tard. Rien de tout cela n'était dramatique en soi. Mais l'ensemble racontait une histoire que j'ai immédiatement reconnue. Ils essayaient de mesurer ma vie de l'extérieur. Ils essayaient de déterminer si j'étais devenu utile. Et la dernière pièce est venue d'une lettre manuscrite de mon père. J'ai su qu'elle venait de Grégory à la seconde où j'ai vu l'écriture en bloc sur l'enveloppe. À l'intérieur, il n'y avait pas d'excuses, pas d'inquiétude réelle, juste quelques paragraphes expliquant que j'avais fait valoir mon point de vue, que suffisamment de temps s'était écoulé et qu'il était de ma responsabilité d'arrêter de garder rancune et de me rappeler d'où je venais. Et elle a écrit que la famille est la famille en fin de compte et qu'une personne mûre sait quand passer à autre chose. Je l'ai lu 2 fois, non pas parce qu'il méritait autant d'attention, mais parce que je voulais être absolument sûr de bien comprendre. C'était le cas. Même après tout. Il croyait encore avoir le droit de définir la maturité pour moi. L'homme qui m'avait abandonné dans une autre ville, sans argent et sans projet, me faisait maintenant la leçon sur la façon de grandir. J'ai déchiré la lettre en 2 sur la poubelle de la cuisine et je me suis sentie plus légère au moment où elle a quitté mes mains. À ce moment-là, Ellis STEM End Social s'apprêtait à conclure un partenariat avec un espace événementiel élargi. Et Marjorie avait commencé à me parler sérieusement de ce que pourrait être mon avenir dans l'entreprise à long terme. Evan et moi étions solides. Ma vie était bien remplie et enfin stable. Et la différence entre ce que j'avais été dans le hall de l'hôtel et ce que je devenais maintenant était si grande qu'elle me choquait parfois moi-même. C'est alors que j'ai compris quelque chose d'important. Ma famille n'essayait pas de reprendre contact parce qu'elle avait changé. Elle revenait en arrière parce qu'elle avait finalement réalisé que j'étais devenu quelqu'un qu'elle ne pouvait plus rejeter. Ils n'étaient pas venus chercher une fille. Ils cherchaient une porte de retour dans une vie qu'ils avaient supposé s'effondrer sans eux. Ils ne savaient pas encore que j'avais déjà appris à la verrouiller. Lorsque Marjorie a commencé à prendre du recul par rapport au chaos quotidien de l'entreprise, j'étais déjà devenue la personne que les clients demandaient par leur nom. Ce qui avait commencé par le balayage des sols et le transport de cartons s'était transformé en quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer le soir où ma famille m'a laissé à Saint-Dash-Louis. Je concevais des concepts d'événements, je gérais des comptes importants, je gérais des budgets, je négociais des contrats avec des fournisseurs et je prenais des décisions qui affectaient non seulement une boutique, mais aussi l'avenir de l'entreprise elle-même. Finalement, Marjorie m'a proposé une participation plus importante, et j'ai accepté sans prétendre que je n'étais pas terrifiée. C'était le genre de peur que l'on ressent lorsqu'on a enfin quelque chose qui vaut la peine d'être protégé. Nous avons restructuré l'entreprise, élargi nos services et construit une réputation qui s'étendait bien au-delà des quartiers où nous avions commencé. Certains week-ends, je devais concilier l'installation de mariage, des déjeuners d'affaires et des événements de vacances dans les mêmes 48 heures, et j'aimais ça. J'aimais la pression. J'aimais la précision. J'aimais avoir construit une vie où les gens me faisaient confiance pour embellir les jours importants. Et elle fut un temps où ma famille agissait comme si l'on ne pouvait pas me faire confiance pour mon propre avenir. Aujourd'hui, des pièces entières,
pleine de détails coûteux et d'attentes élevées, se déplaçait parce que je savais comment les maintenir ensemble. À la même époque, Evan m'a demandé de l'épouser. Il l'a fait discrètement, comme il le faisait pour tout ce qui comptait, sans public ni performance. Nous marchions un soir après le dîner et il s'est arrêté, m'a regardé avec son expression constante et m'a dit qu'il voulait vivre avec moi. Pas une vie dramatique, pas une vie parfaite, juste une vraie vie. J'ai dit oui avant qu'il ne termine sa question. Notre mariage était petit, intime, et exactement ce que je voulais. Pas de liste d'invités gigantesque, pas d'obligation, pas de siège réservé à des personnes qui avaient partagé mon sang mais pas mon humanité. Marjorie se tenait à mes côtés ce jour-là, les larmes aux yeux, et si quelqu'un m'avait dit des années plus tôt qu'une femme rencontrée alors qu'elle cherchait un emploi se sentirait un jour plus proche de ma famille que les personnes qui m'ont élevée, je ne l'aurais probablement pas cru. Mais j'étais là. Entrant dans une nouvelle vie avec Evan Parker tandis que l'ancienne restait exactement à sa place, derrière la porte. Peu de temps après, nous avons eu Ruby, et quelques années plus tard, Théo. Devenir mère m'a changé d'une manière que j'attendais et d'une autre que je n'attendais pas. Les changements les plus évidents étaient les nuits blanches, le bruit constant, la façon dont votre cœur commence à vivre en dehors de votre corps dès la naissance de votre enfant. Mais le changement le plus profond a été cette clarté aiguë et permanente sur ce que l'amour ne devrait jamais exiger. J'ai regardé mes enfants et j'ai compris, d'une manière presque douloureuse, à quel point mes parents avaient été contre nature. On ne met pas à l'épreuve les personnes que l'on aime en les humiliant. On n'enseigne pas la maturité en suscitant la peur. On ne laisse pas son enfant en plan et on appelle cela forger son caractère. Avec Ruby et Théo, je n'ai jamais voulu d'une obéissance née de la peur. Je voulais de la confiance. Je voulais qu'ils sachent que la maison était l'endroit le plus sûr qu'ils avaient, et non pas l'endroit où ils devaient surveiller chaque mot et s'attendre à n'importe quel état d'esprit qui passerait la porte. C'était peut-être aussi une partie de ma vengeance, même si je n'y ai pas pensé au début. Je donnais à mes enfants le genre de paix dont j'avais eu tant besoin à leur âge. Alors que ma vie réelle ne cessait de s'enrichir, la vie d'où je venais s'effondrait. Je n'étais pas obsédée par ma famille, mais les informations ont tendance à circuler lorsque les gens sont suffisamment imprudents en ligne. Grâce à une combinaison de messages publics, de connaissances mutuelles et d'une curiosité nocturne occasionnelle dont je n'étais pas fière, j'ai appris que le garage de Grégory avait finalement fermé pour de bon. Elle avait passé des années à blâmer les chaînes d'ateliers de réparation, l'économie, les jeunes travailleurs, les clients, les impôts et tout ce qu'il pouvait pointer du doigt, mais jamais lui-même. Linda a commencé à vendre des articles en ligne depuis chez elle, d'abord comme un passe-temps, puis parce que cela a clairement cessé d'être un passe-temps à un moment donné. Dylan est passé d'un emploi raté à un autre, puis à un mariage qui s'est terminé assez mal pour que les gens de chez nous en parlent à voix basse. À un moment donné, il vivait à nouveau avec mes parents, ce qui semblait inévitable. L'enfant chéri avait enfin découvert que la vie ne vous applaudit pas éternellement, simplement parce que votre famille le fait. J'aurais pu les aider à tout moment si je l'avais voulu. À ce moment-là, j'avais de l'argent, de la stabilité et des ressources qu'ils n'avaient pas. Je ne leur ai jamais tendu la main. Non pas parce que j'étais cruelle, ni parce que je passais mes journées à fantasmer sur leur souffrance. Je ne l'ai pas fait. Et la vérité était plus simple que cela. Je n'étais pas responsable de leurs difficultés, pas plus que ma survie n'avait jamais été la leur. Ils avaient fait leur choix le soir où ils avaient quitté l'hôtel. Tout ce qui avait suivi m'appartenait. Mon travail consistait à protéger ce que j'avais construit, et non pas à traîner de vieux dégâts au milieu de tout cela juste parce que la culpabilité porte le même nom de famille. De temps en temps, quelque chose venait briser la distance et me rappeler qu'ils n'avaient pas oublié mon existence. Un membre de la famille mentionnait ma mère en posant des questions. Une page d'entreprise recevait un avis discret de l'Iowa. Un vieil ami de la famille réapparaissait soudain sur les médias sociaux après des années de silence. Puis, un mois plus tard, j'ai commencé à recevoir des notifications répétées de LinkedIn. Quelqu'un consultait mon profil encore et encore, 27 fois en quelques semaines, toujours à partir du même nom, Dylan Brooks. C'était presque risible par son manque de subtilité. Il ne prenait pas de mes nouvelles par souci fraternel, il m'étudiait, examinait mon titre, mon entreprise, mon parcours professionnel, la ville où je travaillais, la forme que prenait la vie dont ils avaient été certains qu'elle s'effondrerait en un jour. Je n'ai pas bloqué le profil tout de suite. Je l'ai laissé regarder, je les ai tous laissés regarder. S'ils échangeaient des captures d'écran comme je le soupçonnais, qu'ils voient les affaires, les promotions, les années de constance,
La preuve publique que j'avais fait plus que survivre. J'étais devenu quelqu'un d'impossible à réduire au rôle qu'ils avaient écrit pour moi.et plus je réfléchissais à ces vues répétées de mon profil, plus j'étais certain que quelque chose se préparait. Des personnes comme Gregory et Linda ne sont pas devenues soudainement curieuses après 15 ans parce qu'elles avaient développé une conscience de soi. Ils sont devenus curieux parce qu'ils n'avaient plus d'autre choix. Ils m'ont ignoré lorsqu'ils pensaient que je me débattais. Ils ont essayé de me contrôler lorsqu'ils pensaient que j'avais encore besoin d'eux. S'ils m'observaient maintenant, c'était pour une seule raison. Ils croyaient que j'avais quelque chose qu'ils voulaient. Un soir, après avoir mis Ruby et Théo au lit, je suis restée dans la cuisine avec un verre d'eau et j'ai dit à Evan que je pensais que ma famille allait se montrer tôt ou tard. Et elle m'a regardé un moment, a hoché la tête une fois et a posé la seule question qui comptait. Qu'est-ce que tu veux faire s'ils viennent? C'est l'une des choses que j'aimais le plus chez lui. Il ne m'a jamais dit à quoi devait ressembler le pardon. Il n'a jamais essayé de se faire le centre moral de ma douleur. Il m'a laissé décider. Je lui ai dit que je ne savais pas encore, mais que je savais ceci. S'il venait, il n'entrerait pas dans la vie de la fille qu'ils ont abandonnée. Il entrerait dans la mienne. Et cette fois, c'est moi qui déciderai de la fin de l'histoire. 3 jours après avoir vu Dylan vérifier mon profil pour ce qui devait être la 20e fois, la caméra de ma sonnette s'est allumée juste avant le dîner. Gregory Brooks se tenait sous mon porche, Linda et Dylan derrière lui, tous trois paraissant plus âgés, plus petits et bien moins sûrs d'eux que les personnes qui avaient ri un jour de me laisser à Saint-Louis. Pendant une seconde, je les ai regardés à travers l'écran et je n'ai rien ressenti d'autre que de la clarté. Evan est venu se placer à côté de moi. Mais il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. J'ai ouvert la porte et les ai laissés entrer, non pas parce qu'ils méritaient de la gentillesse, mais parce que je voulais qu'ils voient exactement ce qu'ils n'avaient pas réussi à détruire. Ils sont restés dans mon entrée, regardant les photos encadrées, les lumières chaudes de la cuisine, la maison que j'avais construite et les enfants qui riaient dans la pièce voisine. Gregory a essayé de parler en premier, mais le discours qu'il avait préparé s'est effondré sur la vérité plus vite qu'il ne l'avait prévu. Le garage n'existait plus. La maison n'existait plus. Les factures médicales les écrasaient. Dylan était fauché. Ils avaient besoin d'aide. Linda s'est mise à pleurer et a dit que les familles devaient être là les unes pour les autres. Gregory a dit qu'ils avaient fait des erreurs, mais que j'allais bien maintenant et qu'il était temps d'oublier le passé. Je les regardais pendant un long moment et j'ai posé la seule question qui comptait. Quand est-ce que je suis redevenue une famille? Personne n'a répondu. Dylan a regardé le sol. Linda a pleuré plus fort. Gregory a essayé une dernière fois d'appeler ce qu'ils avaient fait une leçon, et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'aucun d'entre eux n'avait changé. Ils ne regrettaient pas de m'avoir abandonné. Ils regrettaient que j'ai survécu sans eux. Je suis allée à mon bureau, j'ai sorti une enveloppe et je l'ai mise dans la main de Gregory. Elle contenait 94,20 $, la somme exacte que j'avais calculée il y a des années pour le ticket de bus, la nourriture et les produits de première nécessité dont j'avais eu besoin la nuit où il m'avait abandonné. Je lui ai dit que c'était tout ce qu'il me devait. Le coût de la leçon dont ils étaient si fiers. J'ai dit que s'ils avaient vraiment voulu m'enseigner la maturité, ils se seraient assurés que j'étais en sécurité. Au lieu de cela, ils m'ont appris autre chose. Ils m'ont appris à ne jamais faire confiance aux gens qui appellent la cruauté l'amour. Le visage de Gregory s'est durci lorsqu'il a compris qu'il n'y aurait pas de contrôle, pas de sauvetage, pas de seconde chance de m'utiliser. Linda a murmuré mon nom comme si cela pouvait encore marcher. Ce n'était pas le cas. J'ai ouvert la porte et leur ai dit de partir. C'est ce qu'ils ont fait, emportant leurs dettes, leurs regrets et la petite enveloppe qui prouvait exactement le peu qu'il leur restait dans ma vie. J'ai fermé la porte derrière eux. Je suis retournée dans la cuisine et je me suis assise avec ma vraie famille. C'est le prix qu'ils ont payé en fin de compte. Ils ont perdu la fille dont ils pensaient qu'elle reviendrait toujours. J'ai gagné la seule chose qu'ils ne pourraient plus jamais me prendre, un foyer construit sur l'amour, le respect et la paix. Parfois, la vengeance la plus dure n'est pas de ruiner les personnes qui vous ont fait du mal. C'est de leur permettre de vivre assez longtemps pour voir la vie qu'ils n'ont jamais été autorisés à toucher à nouveau. Chez Riven Jargon, notre équipe travaille dur pour créer des histoires significatives et engageantes qui trouvent un écho auprès des téléspectateurs. Nous tenons à préciser que cette histoire est totalement fictive et qu'elle a été créée pour partager avec notre public des leçons éducatives, des idées précieuses et des récits bien pensés. Les méchants de cette histoire sont particulièrement pénibles parce qu'ils déguisent la cruauté en leçon et appellent la trahison de l'amour.
Vos actions nous rappellent que les blessures les plus profondes viennent parfois des personnes qui auraient dû nous protéger le plus. Et si vous étiez à la place de Sienna, comment réagiriez-vous face à ces membres de la famille et pensez-vous qu'elle a fait le bon choix à la fin? So all you've got to do is relax. That's all you have to do is just relax. I'm finding it harder and harder to keep my eyes open. I'm sure you feel the same way, huh?